c'est vrai que c'est sur la nuit. Parce que la nuit, ça a été pour tous les mouvements, le moment que l'on ne peut pas reprendre. Il y a plein de mouvements révolutionnaires, qu'ils soient ouvriers ou culturels, qui se sont formés pendant les nuits. Parce que c'était le moment où leur temps, où leur corps, ils devaient récupérer. Parce que c'était le moment où leur vie n'avait plus de poids et où ils ont voulu briser le cycle. Et je pense qu'on devrait s'inspirer d'eux. La nuit, c'est ce temps qu'on doit absolument protéger. C'est notre temps. C'est le temps de l'abysse dans lequel on peut se plonger pour retrouver le jour avec le sourire, l'idée ou le courage. C'est le temps pour soi. C'est le temps de l'émancipation, comme le dit le philosophe Jacques Rancière. Il dit que la nuit, en brisant les cycles du capitalisme, est le temps le plus connecté à l'utopie. C'est le temps du possible. Et on se dit souvent que la nuit, tout est possible. Et pourtant, pour nous, ça pourrait être un paradoxe. C'est quand on sort du rythme que tout devient possible. Le même qui est une condition de la musique. Le rythme du monde, du jour, de l'horaire réglé, des 4 temps de la mesure. En déjouant la rationalité du jour, la nuit devient un flou temporel, et donc une matière. Un quelque chose qui possède ses règles, ses sensations, ses ambiances psychologiques. Voilà pourquoi ce rendez-vous s'appelle Nox Materia, c'est la matière de la nuit. Et nous allons essayer ce soir, ensemble, de la former, de la saisir, ou au moins de l'observer. Pour ma contribution, comme je la savais être la première, j'ai choisi quelque chose pour symboliser mes intentions. Quelque chose pour veiller sur nous durant cette soirée. J'ai aussi amené quelque chose qui vient de chez moi. De là où je suis né d'abord, mais aussi de là où on m'a formé. C'est un symbole assez fort pour moi. C'est comme le disait la personne qui m'a formé, un arbre noueux qui finit toujours par, même quand on l'attend le moins, fleurir à nouveau et à nouveau donner un fruit. C'est l'arbre de la paix. Mais plus précisément, la paix qui vient après la crise. C'est le fruit de la traversée du désert. C'est l'arbre de l'héritage. C'est celui qui nous lie et qui pousse de chez moi jusqu'en Cisjordanie, là où les soldats israéliens les arrachent. C'est un arbre qui me lie à là où je suis né, au bassin méditerranéen. C'est un rameau d'olivier. Il dit pour moi que le temps est venu. Nous sommes arrivés à ce temps d'asphyxie, de sécheresse, de tristesse, de drame, où peu importe comment, par où, dans quel sens, nous allons refleurir. Et c'est un espoir pour moi. L'espoir avec cette série de podcasts, avec ces événements, d'imposer un nouveau calendrier de débat dans le monde de la musique. Imposer la remise en question du droit d'auteur, désormais caduc, pour lui préférer le salaire à vie artistique. Imposer l'idée d'une plateforme de distribution socialisée, nationalisée, pourquoi pas, parce que nous devons reprendre le contrôle sur l'existence de nos œuvres. Imposer l'autonomie des artistes femmes et issus des minorités de genre, parce que dans ce système, par sa normativité, restreint les possibles existences. Contester le suprémacisme d'une économie de race qui ne dit pas son nom, mais dont les principaux gestionnaires, décisionnaires, tenanciers appartiennent tous au même groupe socio-éco-racial, les Blancs, comme moi. Comme le rappelait très justement Miss Inès dans une intervention à l'Assemblée nationale, seulement 3% des postes de direction dans le secteur sont occupés par des personnes racisées. Et je crois que c'est on ne peut plus clair. Il nous faut sortir de la réflexion patrimoniale des genres musicaux pour reprendre une gestion centrée autour des artistes et de leurs besoins. Et cela pourrait, pourquoi pas, passer par des institutions communautaires partant de ce principe. Les hommes ne peuvent pas décider pour les femmes, les blancs ne peuvent pas décider pour les noirs et les arabes. Le fantasme de la grande maison, comme l'a été celui de la SACEM, est révolu, car il finit toujours par mettre sur le tapis ses vices et essayer de nous les faire oublier. Je ne crois pas beaucoup à la parole des concernés, loin de moi, mais je crois à l'autonomie des luttes et des champs dans lesquels les personnes et les individus savent ce qu'ils font quand ils se battent. Et enfin, il nous faut réinventer les processus de sélection des individus dans les processus de création, du choix du ou de la réalisatrice au choix de l'ingénieur mastering. Les pratiques de test, de mise en concurrence, sont des machines à appauvrir en lien les musiques que nous produisons par l'illusion du marché, par l'illusion du meilleur, qui en vrai par chez nous n'existe pas. Nous devons casser cet entre-soi, ouvrir ces pratiques par des espoirs politiques sérieux, rêveurs, beaux et déterminés. Et cet espoir, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi de ce constat. L'énergie, elle est là. L'attente, elle est là.
Le coût de l'engagement pour les artistes, s'il est bien réel du point de vue institutionnel, il ne l'est plus du tout du côté du public. Les exemples de la réforme des retraites ou du génocide en Palestine nous l'ont montré. Il y a de la place pour des artistes occupant à nouveau leur rôle historique, engagé, politique, prêts et prêtes à porter une parole de transformation de la société, que ce soit via leur art ou via leur notoriété. Je crois qu'on constate à peu près tous et toutes à quel point ce milieu va un peu mal quand même, à quel point il est le reflet de ce qui se passe dans la société et à quel point il y a la nécessité de le réformer. Dans ces temps de difficulté, ne nous laissons pas aveugler et appuyons-nous sur la pensée. Créons un tissu commun par nos discussions, nos débats, comme ce soir. Je connais les penchants, les tentations, qui peuvent être celles de certains et de certaines, de couper la musique de son existence dans la société, de son fond, de sa matière, dans la réalité. Dire ce n'est que de la musique, dire qu'on en fait trop, mais quel privilège. Je pense qu'il faut être vigilant. Sous le fascisme, nous n'aurons plus d'argent. Sous le fascisme, nous n'aurons plus d'espace. Sous le fascisme, nous n'existerons plus. Le renouvellement de l'esthétique fasciste nous l'a montré, ils adorent l'IA. Donc nous allons dire que nous parlons de musique quand nous parlons du monde, nous allons dire que nous parlons du monde lorsque nous parlons de musique, et qu'il ne peut en être autrement. Je suis infiniment reconnaissant que vous soyez là, merci beaucoup. Chaque personne va venir présenter un objet qui lui parle de la musique pendant 10 minutes, et à la fin on échangera tous ensemble. Je ferai mes remerciements à la fin de la séance. À tout à l'heure. Et en premier, on va écouter Émilie Dalmans, qui est donc une ingénieure mastering, qui a travaillé notamment avec Flavien Berger, Bonnie Banane. Je l'avais reçue dans l'épisode 2 du podcast et on avait parlé du silence. On avait déjà parlé de musique ambiante. Et voilà, je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Merci Jim pour cette magnifique introduction. J'y prends mes petites notes. Alors, moi j'ai ramené une petite voiture. Donc c'est la maquette de ma première voiture. On me l'a offert parce que cette voiture a été extrêmement importante pour moi et elle va m'amener à vous parler de quelque chose qui est très important, assez large. Le sujet est assez large, mais je pense qu'il ouvre des portes à beaucoup de choses. C'est la manière dont on consomme la musique. C'est extrêmement large, je m'en rends bien compte, mais je vais commencer par vous parler de mon expérience personnelle qui a énormément rapport avec cette voiture. Donc c'est une Twingo 1. Une vieille bagnole. C'était ma première voiture. J'ai parcouru vraiment énormément de kilomètres avec parce que j'aime conduire, j'aime la voiture et j'aime la musique. Et du coup, j'ai énormément écouté de musique dans cette voiture. Et c'est elle qui m'a, je pense, transcrit mes premières émotions très intenses. Donc, je pense que les seuls albums, je connais pas beaucoup d'albums par cœur. Les seuls que je connais par cœur, c'est ceux que j'ai écoutés environ 56 fois dans la voiture parce que j'avais pas le choix, que le CD était déjà mis et que j'étais partie et que j'avais pas le temps de changer de CD. Donc, il fallait encore que j'écoute pour la 36e fois cet album des Beatles ou d'autres. Et donc voilà. Donc, je voulais parler de la manière dont on consomme la musique parce que moi, j'ai beaucoup appris la musique en écoutant des CD et en écoutant des albums en entier. Donc, en écoutant 45 minutes, 1 heure de musique d'un coup, en ne faisant rien d'autre que de conduire. Donc, dans ce sens de vraiment, la seule activité, c'est d'écouter de la musique. J'ai l'impression que on manque un peu de ça aujourd'hui. En tout cas, je pense que c'est assez personnel, mais vous me direz comment vous le sentez aussi. Personnellement, en tant qu'ingénieur du son, je passe mes journées à écouter de la musique. Et du coup, j'ai du mal à retrouver du temps pour écouter de la musique qui me plaît. Pas que ce que je fais me plaît pas, mais d'écouter de la musique par plaisir, ça devient de plus en plus compliqué. De manque de temps et de manque de propositions en matière physique d'écoute. Moi, j'adore les CD. Aujourd'hui, on fait encore des CD, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver des CD d'artistes qu'on aime bien, qui sont jeunes, émergents. Et d'avoir les lieux pour mettre un CD et prendre le temps d'écouter. Et moi, ça me manque, et je pense qu'il nous manque un petit peu ça, c'est de prendre le temps de vivre la musique comme un art de manière très globale, dans le sens où on prend souvent le temps peut-être pour aller au musée,
regarder des œuvres, de la peinture, de la sculpture. On prend le temps d'aller au cinéma, de s'asseoir 1h30 devant un film, des choses comme ça. Et je me demande s'il ne faudrait pas revenir à des moments, en tout cas y penser, à prendre 1 heure en ne faisant rien d'autre que d'écouter de la musique. À part, effectivement, alors, on consomme beaucoup de musique, je pense, plus que jamais, dans le sens avec le streaming, on y a accès extrêmement facilement. On peut écouter 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, dans le métro, dans la rue, n'importe où. Mais je pense que ça amène pas la même ouverture, la même émotion, et en tout cas, ça permet pas le même ressenti que de prendre l'écoute de la musique comme une activité à part entière. Parce qu'on peut consommer de la musique, par exemple, aussi également avec les concerts. Donc ça, c'est quand même des moments dédiés à ça, absolument. Après, c'est super, mais c'est aussi à un moment donné, à un instant T, dans des endroits surpeuplés, j'allais dire, en tout cas où il y a beaucoup de monde, le son est assez fort, ces choses-là, c'est des choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, qui peuvent être compliquées aussi à se mettre dedans, ou qui coupent un petit peu l'envie d'y aller. Moi personnellement, pendant longtemps, j'ai quand même assez souffert d'hyperacousie, de choses comme ça, donc des bruits très forts, très agressifs. Donc des concerts, c'était peut-être un petit peu compliqué par moment, et c'est très frustrant, mais... Est-ce que tu as l'impression que c'est une pratique qui se renouvelle aussi avec les sessions d'écoute maintenant ? Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a de plus en plus de sessions d'écoute d'albums qui circulent. Ouais, c'est quelque chose qui, je pense, est un besoin commun aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que, moi, c'est le genre de choses que j'aime aussi énormément, et je pense qu'il nous ouvre aussi exactement à juste prendre le temps juste d'écouter, en fait, parce que on se crée, par exemple, en revenant à la voiture, c'est vraiment juste un peu laisser la musique nous amener quelque part, alors qu'aujourd'hui on l'a choisi pour exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais écouter ce morceau parce que j'ai envie de ressentir ça, ou parce que je suis dans le métro, j'ai envie de machin, et je trouve qu'on manque un petit peu à l'inverse, que la musique nous dise qu'est-ce que je pourrais ressentir là, par exemple. Qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça ouvre, au fait, un petit peu plus sur des émotions auxquelles on n'aurait pas pensé, au lieu de un peu dicter à quel moment on doit écouter quoi. Surtout qu'aujourd'hui, avec le streaming, on nous l'impose un peu. Souvent, il y a plein de gens qui écoutent juste des playlists pour faire du sport, pour rester concentrés, pour machin. Donc, retrouver un peu la musique au centre d'un art très, très, très spécifique. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Benoît Fleury, qui est donc ingénieur du son mixage, qui a travaillé notamment avec Rookin, Gigi, Eloa, et qui va donc nous parler maintenant de sa pratique du mixage. Voilà. Merci Jim, bonsoir. Bon, moi j'ai rédigé parce que j'avais peur de me perdre ou de mettre un tunnel. Du coup, j'ai préféré cadrer. Et en plus j'ai oublié l'objet que je voulais ramener. Donc du coup on est impec. Non, alors en petit préambule, je m'étais noté que justement en participant au podcast avec toi, j'avais réalisé un petit problème dans le sujet même dont on parlait, parce qu'on était censé parler de matière, et je m'étais rendu compte qu'en fait, en parlant de la matière, je parlais moins de la matière elle-même que des gens avec lesquels je la pratiquais. Et que finalement, j'avais pourtant un avis esthétique, des goûts, et puis avec des choix de disques et de genres musicaux qui me proposent et me procurent plus d'émotions que d'autres. Et pour autant, je me rendais compte que ma pratique professionnelle, elle n'était pas structurée par des prises de parti très personnelles, fortes, une empreinte que je laisserais dans la matière. Et qu'en fait, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup questionné sur tout le début de ma pratique, qui me questionne encore maintenant. Et donc voilà, je voulais vous partager un peu toute une réflexion par rapport au chemin que je faisais par rapport à ça, et de comment j'avais évolué par rapport au fait de longtemps pas avoir été considéré comme un mixeur avec, entre guillemets, une patte sonore. Et pour autant, je constatais que je mixais de nombreux disques, que je pouvais continuer à faire de mon métier ma passion, ou l'inverse. Enfin, et donc c'est grâce aux discussions avec toi que j'ai réalisé un peu ça et que ça m'a permis de le cadrer, donc déjà merci pour ça. Et donc l'objet que j'ai oublié d'amener, et en plus je pensais pas que tu en parlerais en introduction, c'est un livre de Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître ignorant, qui est un peu mon bouquin de chevet que j'ai découvert quand j'étais étudiant à Louis Lumière. On avait un prof d'éthique qui nous avait fait
toute une étude de ce bouquin et ça m'avait un petit peu retourné. Pour faire le pitch rapide, pour le coup je vais vraiment lire mes notes parce que pour vous vraiment respecter ce super bouquin. En gros c'est une critique pédagogique qui critique la situation classique dans laquelle en gros l'élève s'en remet au maître. Lui il propose une analyse dans laquelle l'émancipation intellectuelle elle est possible que si l'élève se met lui-même à mobiliser ses capacités de réflexion, et ce qui n'est jamais autant le cas que si le maître lui-même ignore ce qu'il est en train d'apprendre, pour en fait créer un présupposé d'égalité et qui ouvre un espace dans lequel tout le monde se sent en sécurité et peut peut-être commencer à mobiliser sa propre intelligence. Et donc le parallèle avec ma propre pratique, c'est que je me suis rendu compte que nos pratiques d'ingénieurs du son, ça restait quand même encore assez mystérieux pour de nombreuses personnes, puisqu'en fait on travaille sur l'esthétique sonore, on modifie, on rajoute des aigus, du grave. Pour autant, on ne modifie pas le contenu musical, mais pour autant, on change la perception de la musique en fait, à la fin. Et en fait, assez vite, dans mon apprentissage en studio, quand j'étais assistant, il y a un certain nombre d'insécurités en fait, que j'ai ressenties. J'ai pu voir l'insécurité des artistes qui en fait, choisissaient de confier leur matière et à un moment donné étaient dépossédés d'un certain nombre d'usages, d'outils, avec des gens qui communiquaient pas forcément très bien en face non plus du côté des ingénieurs du son. J'ai vu des ingénieurs du son qui étaient eux-mêmes ou elles-mêmes pas très à l'aise dans le fait de trouver leur légitimité dans cette relation-là. En plus, c'est une relation marchande, parce qu'on est payé pour faire ça. Donc ça complexifie un peu le tout. Et donc ça m'a questionné assez vite sur quel type de rapport moi j'avais envie d'entretenir en fait, à l'intérieur de tout ça. Puis j'avais aussi envie de gagner ma vie. Et je me suis rendu compte qu'initialement, ma vision de ce métier, elle a été nourrie par des prises de position justement fortes, des valorisations de récits avec des gens qui avaient une empreinte forte dans la matière, qui étaient valorisés justement pour leur capacité à un moment donné à retourner un morceau. Et finalement, comme si l'histoire démarrait au moment où ces gens-là rentraient dans le... Et c'était ça les récits valorisés dans les différents récits de disques que moi j'avais pu apprécier, quoi. Et puis en fait, mon parcours, il m'a amené à faire à peu près l'inverse de ça. Parce que je me suis rendu compte que les projets où je m'épanouissais, c'était des projets avec des artistes dont l'esthétique était déjà très aboutie. Et en fait, la demande principale, c'était surtout un dialogue pour essayer de prolonger cette vision-là. Et du coup, moi, j'ai développé et passé beaucoup de temps à plutôt essayer de développer une vision de l'écoute pour aller dans ce sens-là, quitte à des fois mettre complètement en sourdine ma propre sensibilité, parce que je me rendais compte qu'en fait, ça marchait hyper bien et que ça me permettait d'en faire mon métier. Et donc, je retiens en gros, moi, ça fait 7 ans que je suis ingénieur du son et je retiens une méthode, donc c'était un peu ça que je voulais essayer de partager avec vous, une méthode qui me permet d'entrer en relation avec les gens avec qui je collabore et qui se base sur l'accueil le plus inconditionnel de la sensibilité et de l'intelligence justement des artistes avec lesquels je travaille, quel que soit leur niveau de légitimité technique, et qui fait le pari d'explorer les fruits d'un travail antérieur avant de proposer ma propre vision, une vision exogène. Et je la fais évoluer maintenant justement en essayant quand même d'explorer d'autres territoires qui me sont mais à chaque fois donnés par l'artiste lui-même. Je suis à combien de temps là ? Tout va bien ? Même avec des notes, le risque de tunnel est... Donc j'avais parlé justement aussi du mixage, donc dans cette même dynamique de communication avec les artistes, comme reflet du vivant. Parce que j'ai une vision du mixage comme vraiment la capacité à organiser un petit écosystème dynamique dans lequel on a plein de petits personnages qui viennent raconter des histoires et où on essaie en fait de se raconter des histoires tous ensemble, quoi. Et il faut remettre en question justement et créer des conditions d'accueil à chaque mixage parce que les histoires à raconter et les contextes sont différents à chaque projet. Et cette remise en question, elle m'a amené depuis plusieurs mois à justement également questionner plutôt des territoires personnels, plutôt mes propres convictions, et à essayer de trouver une pratique justement un petit peu plus à mi-chemin entre ce service total et la capacité aussi, j'ai vu que ça avait généré comme quelques frustrations personnelles, dans justement trouver la capacité à faire exister mes propres convictions. Et donc j'apprends actuellement justement à faire exister ces convictions, à les affirmer, en essayant en même temps de continuer à réaliser cet accueil inconditionnel. Et je réalise que cet exercice, dans la vie comme au studio, parce que ça va en fait en parallèle avec aussi un autre développement de ma vie personnelle, citoyenne, que c'est pas aisé justement, et que je suis assez reconnaissant de l'entourage dont tu fais partie, par exemple, pour m'aider justement à progresser là-dedans. Et donc pour conclure ma prise de parole, j'espère que c'était pas trop foutraque.
Justement, pendant plusieurs semaines, j'ai été un peu embêté pour savoir de quoi j'allais vous parler et quel objet j'allais ramener ce soir. Et en fait, c'est lors d'un cours de mix à Louis Lumière que j'ai eu la réponse. Parce que j'ai un étudiant qui m'a demandé c'était quoi un bon mix. Et j'étais bien en peine de répondre à cette question. Et donc, après un petit temps de réflexion, je lui ai dit... après c'est une vision très personnelle, mais que pour moi le bon mix c'était le mix dont la facture sonore donnait assez confiance à l'artiste avec qui j'avais travaillé pour aller défendre sa création dans le monde extérieur. Et donc c'est bien parce que ça ouvre à peu près tous les champs des possibles, et puis il n'y a aucune limitation esthétique. Et finalement, cette ignorance-là dans le chemin que je vais parcourir à chaque collaboration professionnelle, c'est un peu pour moi ce que raconte Jacques Rancière en faisant justement le pari que toutes les vies, toutes les intelligences se valent et qu'on a tout intérêt à faire le pari de créer cet espace-là pour justement s'émanciper les uns les autres. Et voilà, donc surtout dans la période actuelle où on a quand même des propositions de plus en plus débridées de classer et de hiérarchiser les vies, les intelligences, je me suis dit que c'était plutôt chouette que ce livre se soit un peu rappelé à moi. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager ce soir. Merci beaucoup. Super. Je vais passer maintenant la parole. Ouais. Je vais passer maintenant la parole à Frankie Gogo, artiste et performeuse dont le dernier disque date de 2024, si je dis pas de bêtises, un disque... Je sais pas. Tu sais pas? Non, 2022, il y avait ton disque Fist Fight Back qui est sorti. Et voilà. Et tu viens nous parler d'un sujet que je te laisse présenter. Bonjour, donc je m'appelle Frankie Gogo et j'ai un autre prénom qui est Tatiana et je fais de la musique, comme vient nous le dire Jim. Et il y a quelques années, j'étais dans une ville d'Angleterre qui s'appelle Sheffield et j'étais en train d'enregistrer un disque. Et puis on avait des longues journées comme ça et puis à la fin des journées, pour nous détendre, on avait pour habitude d'aller dans un pub ou dans différents pubs pour boire des coups. Pas dans des bars, dans des pubs. Pour celles qui voient la différence, qui ne voient pas la différence, en l'occurrence le pub en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est un endroit dans lequel, en général, il n'y a pas de musique diffusée. C'est un endroit dans lequel le fond sonore, c'est les conversations des personnes. Et donc voilà. Et le lieu en question dans lequel nous étions ce soir-là, c'était un assez grand endroit avec sa cheminée, sa moquette, un lieu assez familial. Et les gens venaient là après le travail, ça se voyait pour se détendre et les conversations étaient là. Un niveau sonore assez élevé, je dois dire, assez agréable. Et moi, dans un coin, j'ai remarqué une personne assez âgée qui était seule à sa table et qui buvait une très grande pinte, comme on sait faire là-bas. Et je regardais cette personne et je sais pas, je lui trouvais une certaine mélancolie et à un moment donné, la personne s'est levée et a commencé à chanter sans micro, comme ça, a cappella, une chanson. C'était assez saisissant pour moi, parce que je m'y attendais pas. Mais bizarrement, j'ai vu que personne n'a particulièrement relevé. Donc elle s'est mise à chanter avec une voix très claire. Elle s'est levée. C'était une espèce de moment un petit peu au-dessus des autres moments. Et puis, il s'est produit ceci, c'est que quand est arrivé ce qui ressemblait être le refrain, tout le monde s'est mis à chanter avec elle le refrain. Mais personne s'est levé, les gens sont restés assis comme ça, qui comme ça, qui comme ça. Et tout le monde a chanté le refrain très fort d'une seule et même voix. Et donc moi, j'avoue que les larmes me sont montées aux yeux, comme c'est le cas, j'imagine, pour plein d'entre nous, quand des gens chantent en chœur. Déjà, ça produit une pression sonore assez forte, la vibration, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Et donc les larmes me sont montées aux yeux, que je me suis empressé de réfréner parce que je suis timide. Voilà. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cet événement, c'est que c'était vraiment pas du tout un événement. En fait, pour moi, c'était un truc vraiment exceptionnel, mais pour les gens, c'était vraiment d'une banalité folle, et c'était quasiment un réflexe de reprendre en chœur ce refrain. Et en fait, une fois que la chose est passée, la chanson s'est terminée et les gens sont repartis dans leur conversation. Et donc, moi, ça m'a laissé vraiment pantoise comme ça. Enfin, je me disais, c'est quand même insensé d'avoir assisté à ça. Ai-je rêvé ? Et ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi on chante pas en France ? Pourquoi on n'a pas
ce truc. Quand je veux dire on chante pas, évidemment que des gens chantent, mais de façon individuelle, mais on n'a pas de pratique collective du chant. C'est-à-dire que non seulement on ne chante pas à plusieurs, je vais employer un terme affreux parce que personne n'a envie d'entendre ça, mais en famille, on ne chante pas, on n'apprend pas. Non, c'est vrai, franchement. On va passer sur le sujet de la famille, mais en tout cas, on n'apprend pas collectivement des chants, ni des danses, ni même des poèmes ensemble qu'on pourrait restituer pour rien. C'est-à-dire pour aucune raison d'autre que le plaisir de le faire, ou alors pour l'envie de se joindre les uns aux autres. Et en fait, grâce à la musique, j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager pas mal, et j'ai remarqué que la France est quand même un des seuls endroits au monde où on ne pratique pas le chant, la danse de façon collective. Et en fait, c'est vraiment une question qui me taraude. Peut-être que vous aussi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Et un jour, il y a quelques temps aussi, je discutais avec un ami qui s'appelle Jean-François Vraud, qui est violoniste, même violonneux, comme il aime à dire, puisqu'il pratique, en plus de la musique classique, il pratique des musiques traditionnelles. Et en fait, avec d'autres camarades, ils font ce qu'on appelle des collectages. Donc pour celles d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est le fait de se rendre dans des endroits en général ruraux, et de collecter, donc de récupérer des airs de tradition orale, que ce soit des airs musicaux ou des chants. Et en fait, dans le but que ces œuvres ne disparaissent pas, de les enregistrer pour pouvoir les rejouer. Et donc, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, si on va collecter, c'est parce que les choses disparaissent. Donc, il y a bien eu par le passé, comment dire, des mouvements collectifs, en tout cas des œuvres à chanter à plusieurs, des œuvres à danser à plusieurs. Et comment se fait-il que ça ait disparu ? Donc je me suis demandé ça. J'ai toujours pas la réponse. De plus, je suis pas sociologue, ni musicologue, ni rien en log d'ailleurs. Et en revanche, j'ai eu la sensation, et pour avoir lu un peu des trucs là-dessus quand même, que le fait qu'on ait interdit les langues régionales et tout ça, ça a fait disparaître, je pense que ça a fait disparaître toute cette culture-là, qui est aussi une culture de la pauvreté, qui est aussi une culture de la ruralité, et qu'en fait, la musique qu'on est amené à entendre aujourd'hui et à écouter, mais même à entendre, parce qu'on est aussi très passive dans notre réception de la musique. On va au supermarché, on entend la musique. On n'écoute pas la musique, mais on entend la musique, qu'on le veuille ou non. C'est que la musique produite, c'est que la musique qui a été faite dans un but commercial. Et je dis ça sans malice, hein, je fais partie de cette industrie et j'en vis. Mais en l'occurrence, on n'entend plus et on ne participe plus beaucoup à des choses pour rien, ou pour le simple fait d'être ensemble. Après, il existe des pratiques collectives à des moments T, comme dans des stades, par exemple, qui sont des choses qui peuvent réunir beaucoup de gens et qui procurent de la joie, de la liesse et toutes ces choses dont on a besoin. Il y a aussi, quand on est en manif, je ne sais pas si parmi vous des gens vont en manifestation, mais en l'occurrence, je vous ai grillé, vous allez en manif. Mais en l'occurrence, c'est aussi très porteur de chanter ensemble très fort. Et on peut remarquer qu'en France, à force de ne pas chanter, quand on entonne un chant en manif, au bout de 15 secondes, il s'arrête. Parce qu'en fait, on est incapable de chanter ensemble. C'est affreux, en général, en manif. Et c'est pas forcément affreux d'un point de vue artistique, c'est pas très grave, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, on va pas trouver de producteur d'albums en manif, là. Vraiment, on chante très mal ensemble. On est incapable de taper ensemble un rythme. C'est affreux. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on ne pratique pas ensemble cette chose-là depuis la naissance et depuis, avec ce qui nous constitue. Donc, moi, c'est ça la réflexion que j'ai. Je ne sais pas si vous l'avez eue, mais en l'occurrence, ayons-la tous ensemble, parce que je pense que c'est une chose qui peut nous porter. Et aussi, revenons à ce pub anglais. Ce que j'avais remarqué ce soir-là et qui m'avait beaucoup touché, c'était que l'espace d'un instant, même si ça ne dure pas, on le sait, on n'est pas naïve à ce point, l'espace d'un instant, toutes les classes sociales s'étaient réunies avec quelque chose en commun. Et donc, je me dis aujourd'hui, à une époque où nos gouvernements n'ont qu'une idée en tête, c'est de nous poser la question de ce qu'est l'identité nationale, qui est
personnellement une question qui me répugne, qui ne m'intéresse pas du tout, qui m'intéressera jamais, et qui prête à confusion et nous emmène sur des terrains remplis de savon. Moi, je me disais, en fait, si dans un instant T, si l'identité nationale, ça devait durer 3 minutes, par exemple, ça ne devrait être qu'une chanson. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous proposer juste une chose. Et puisque le silence est partie constituante de la musique, j'aimerais bien qu'on essaye de faire un silence habité tous ensemble, en imaginant non pas que c'est se taire, mais que c'est juste être ensemble, si vous voulez, à partir de maintenant. Merci beaucoup. On va donc passer la parole à Adrien Palot, qui est, comme vous avez pu le voir, musicien et aussi ingénieur du son mastering. Bonsoir. D'abord, j'aimerais remercier Camille et Léa qui ont joué avec moi avant. Donc, quand Jim m'a demandé de ramener un objet pour ce soir, vu que j'ai joué juste avant, j'ai ramené un recueil de poèmes qui a été une source d'inspiration d'une grande partie des morceaux qu'on vous a joués ce soir. Et c'est un recueil de poèmes de Jacques Roubaud qui s'appelle Quelque chose noir, qu'il a écrit au moment où sa femme est décédée. Voilà, c'est pas très gai. Je vais faire l'effort de vous lire un poème pour que vous voyez à peu près de quoi ça parle et comment ça en parle. Ce temps que nous avions au monde, fragmenté en photographie, pour une restitution future, court au regard, comme il fut, si court. Sinon que plein, il n'avait pas de limitation. Lumière rétrécie par la fenêtre, condensée par la pellicule, comprimée par la porte, réfractée par la glace, rétrécie par la fenêtre, and so on. Boucle d'une lumière et d'une musique, Glenn Gould, Brian Eno, Anthony Braxton. Vacillante mémoire des syllabes qui tombent d'une autre langue. Et vers nous. Quelque chose comme n'ayant eu le temps. Du coup, ces poèmes et la musique qu'on vous a jouée ce soir, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable de faire cette forme de musique-là, parce que je pense que j'ai une pratique musicale qui date d'il y a assez longtemps, et j'ai une pratique aussi professionnelle de la musique. Donc dans nos métiers de personnes qui aident à faire de la musique, vu que la musique est un objet enregistré, ça devient très vite une industrie, et une industrie, ça devient aussi un produit qui se normalise de plus en plus. Donc Émilie en a parlé à travers les façons dont on la consomme. Benoît en a parlé dans la façon dont, en tant que technicien, on se retrouve dans un rôle qui est assez déséquilibré par rapport aux artistes. Parce que du coup, on se retrouve avec un prétendu savoir qui n'est plus dans les mains de l'artiste. Et moi, en travaillant sur des morceaux quotidiennement, et des morceaux qui, en général, durent 3 minutes, ont 2 couplets, 3 refrains, j'ai eu besoin à un moment d'écouter de la musique différente et aussi besoin de faire de la musique qui ait une forme différente et qui me plaise à moi, et peu importe à qui d'autre ça pouvait plaire. Et quand j'ai commencé à faire ça, ça a été une pratique qui a été assez libératrice, parce que ça m'a amené dans une approche qui n'avait rien à voir avec ce que mon métier pouvait m'apporter sur la musique. Et
on pose la question de la façon dont on consomme la musique, mais je pense qu'on peut aussi poser la question de la façon dont on crée la musique. Et à travers cette réflexion-là, je pense, comme Tatiana l'a évoqué, la musique, en fait, en France en particulier, c'est une pratique qui, même dans sa création, qui est très individualiste. Et même aujourd'hui, on est à un moment où on peut créer de la musique en rentrant un prompt sur un site web et la musique est créée. Donc c'est on va dire le moins d'interaction possible avec d'autres êtres humains pour créer la musique. Ce qui est assez étrange, c'est en 10 ans, on est passé de la démocratisation totale de la production musicale. On peut s'acheter une carte son à 50 €, un micro à 50 € et potentiellement on peut faire un disque. Mais cette démocratisation-là, elle a, dans un sens, ouvert la musique, mais elle nous a aussi tous coupés d'interactions qu'on pouvait avoir avec d'autres gens. Aujourd'hui, les gens qui sont artistes, qui débutent, on leur promet une formation en ligne, des vidéos en ligne pour apprendre à mixer, pour apprendre à faire plein de choses. Mais ça reste une pratique individualiste de la musique et qui reste dans une norme de production très établie. Et donc du coup, comment amener à aussi une façon de produire la musique qui soit différente. Merci beaucoup. Et on passe la parole maintenant à Miss Inès, qui est donc DJ et qui travaille sur les questions de relations internationales aussi, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Je vous prie d'excuser ma voix nasillarde. Je déteste les voix nasillardes, mais je préfère les voix nasillardes aux nasillons. J'ai ramené un disque, c'est pas très original pour une DJ, et j'ai écrit un texte. Je vais le faire circuler. Ça s'appelle Palestine, Music from the Intifada. Ça a été produit en 1989, enregistré à Berlin. Je pense que si on essayait de faire la même chose aujourd'hui, on finirait en prison. Donc voilà, je vous le fais circuler, puis je vais vous lire ce que j'ai écrit. 5 heures d'attente et de questions répétées n'avaient pas eu raison de ma motivation. La vision des collines embrumées depuis les hauteurs au petit matin avait largement contribué à me conférer une patience inhabituelle. Arrivé à la porte de Damas, il faisait déjà nuit. Le dôme coiffant les remparts de la vieille ville reste ma plus forte rencontre visuelle. J'étais débordée par l'émotion et je n'ai pas pu contenir mes larmes. J'avais fait le trajet en car aux côtés d'une jeune femme qui assistait à ma crise de larmes avec une certaine circonspection. Mon rêve qui se réalisait sous son regard était son quotidien. Ce disque trône comme un sanctuaire. Chez moi, il se tient fièrement aux côtés de la 2e édition d'un projet musical nommé La Nuit des Amandiers, compilant des mises en musique de poèmes révolutionnaires arabes. Il trône auprès de tous ces disques que je n'écoute pas. Mon oreille n'a jamais accroché le duo oud et chant révolutionnaire. La célèbre chanson de Fayrouz, Zahrat al-Madain, la ville des prières, me faisait peur au point de me donner envie de courir me cacher sous un lit. Malgré toute la colère foudroyante qui arrive, j'ai la foi. Malgré toute la colère qui arrive, je supporterai. Par tous les chemins, elle arrive. Il n'y a pas de doute, elle arrive. La porte de notre ville ne va pas se fermer, et moi je prie. Ce sont les paroles de la chanson de Fayrouz. J'ai eu plus tard accès au sens. La colère de la défaite arabe de 1967 transpire le commencement du 3e tiers du morceau, avant de conclure en un rayon de lumière sonore, Jérusalem est à nous. Cette colère, je l'avais bien ressentie. Elle m'avait effrayée. Elle est désormais mienne. Elle nous appartient à toutes et tous. Vent debout face aux mortifères politiques coloniales et impérialistes. En 2013,
Je fais écouter à mon père un jeune rappeur libanais. La scène urbaine arabe vit une sorte d'âge d'or, propulsée par les mouvements révolutionnaires dans les pays arabes. Ceux que nous n'avons jamais appelés les printemps arabes, mais les mouvements révolutionnaires. Il me demande si le morceau est une adaptation d'un texte de Bayram al-Tounsi, poète égyptien révolutionnaire, plusieurs fois exilé, comme le sera le poète palestinien Mahmoud Darwish des décennies après lui. Mon père peine à croire que le texte est un écrit original de Arras, de son vrai nom Mazen El-Saïd, rappeur libanais originaire de Tripoli. Quelle fierté! Entre 2011 et 2018, rares, extrêmement rares, sont les morceaux de rap arabe qui n'incluent pas au moins un sample du patrimoine musical arabe. Les samples des morceaux de Fayrouz sont surreprésentés. En particulier, ceux des morceaux composés par son fils Zied Rahbani, qui nous a quittés il y a peu, mais qui restera avec nous à travers son legs musical colossal, qui a inspiré, inspire et inspirera des générations de jeunes musiciens et compositeurs. Lui, le plus engagé, le plus impertinent, le communiste révolutionnaire, parmi les enfants de Fayrouz, est aussi le plus samplé. Comme pour nous rassurer, nous confirmer que les musiques arabes ont bel et bien fait entrer la mélodie de la révolution dans nos esprits. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Norman Ajari, qui est philosophe, spécialiste et professeur en études noires francophones et qui nous fait le plaisir d'être ici alors que son livre vient de sortir il y a 2 jours sur le technofascisme. Voilà, je lui passe la parole. Merci. Alors, je vais vous parler d'aberration. Je pars d'un constat qui a été fait il y a une vingtaine d'années, je crois maintenant, par le philosophe britannique Mark Fisher, regretté, selon laquelle il faisait ce constat au milieu des années 2000, je crois. Et il l'a maintenu jusqu'en 2010, si mes souvenirs sont bons, il s'est donné la mort en 2014. Il faisait le constat que, selon lui, nous vivons à une époque qu'il qualifie de lente annulation du futur. C'est-à-dire une époque où la musique populaire, qu'on entend à la radio notamment, est quasiment, à part ce qui concerne la qualité de la production, indiscernable de la musique du XXe siècle. Comme si, dit-il, on était devenu incapable d'inventer de la musique proprement nouvelle, qu'on était pris dans une sorte de boucle où on répète sans cesse la même chose. Je pense que même de son vivant, Fischer était insensible à différentes choses, différents types de musique, y compris dans la musique britannique. Il était insensible, dans une certaine mesure, à la musique noire, insensible à certaines inventions importantes comme la modification vocale, l'autotune, Melodyne, etc. Mais il était aussi insensible à des choses qui, peut-être, il aurait dû sentir davantage, ce que j'appelle des aberrations, c'est-à-dire des mélanges musicaux qui relèvent pas juste de l'hybridité, c'est-à-dire une sorte de mélange naturel entre des genres qui se jouxtent et qui se rencontrent par finalement le hasard de la rencontre, mais des aberrations, c'est-à-dire des mélanges brutaux de choses qui ne se ressemblent pas, qui n'auraient jamais dû être ensemble. Un bon exemple dans la musique britannique, par exemple, c'est le groupe Enter Shikari, un groupe de post-hardcore qui se mélange à de l'EDM, de la musique dance électronique, et qui a donné lieu en réalité à tout un genre après, mais je crois que Enter Shikari était parmi les premiers à écouter ça. C'est dans les années 2000 assez choquant, mais je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Ce type d'expérimentation, je crois, n'a cessé de se multiplier depuis. Mais
c'est devenu d'autant plus intéressant, je crois d'autant plus important qu'on n'est plus dans cette époque dont parle Fischer, cette époque de la lente annulation du futur. Comme tu l'as dit, j'ai fait un livre sur le technofascisme, et précisément une caractéristique de l'époque du technofascisme, c'est que on n'est plus dans cette époque de la fermeture du futur où on se dit que finalement on a atteint la fin de l'histoire et le temps va finir par se répéter sans cesse. Nous sommes dans ce monde du néolibéralisme. Comme disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Non, je crois que nous sommes désormais plutôt dans une période caractérisée par non plus la fermeture du futur, mais une répartition inégalitaire des parts d'avenir, c'est-à-dire un traçage au sein du monde entre des populations qui sont vouées à un avenir, notamment les milliardaires de la Silicon Valley, ils ont tellement d'avenir qu'ils sont censés vivre éternellement grâce au transhumanisme, et ceux qui vivent soit dans un éternel présent, soit même ceux qui sont voués absolument au passé. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là avec la musique, c'est que il me semble que écouter la musique d'aujourd'hui, ce n'est plus être confronté à une musique qui ressemble à celle du XXe siècle. Je ne sais pas si Fischer avait raison de faire ce diagnostic il y a 20 ans, mais il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, il est particulièrement faux. Je vais vous parler maintenant d'une musique que j'ai écoutée cette semaine. Je me suis dit, au départ, je ne savais pas quoi raconter, alors je vais parler d'une musique qui vient juste de sortir et qui est vraiment une aberration. C'est un son qui s'intitule Eternal Martyr, martyr éternel, et qui est un feat entre un groupe, un one-man band évidemment, de black metal slave. Alors c'est de quel pays? Encore d'Ukraine, voilà, il ne faut pas confondre avec l'autre parce que sinon c'est un incident diplomatique qui s'appelle, je ne sais pas exactement comment le prononcer, je le prononçais Kert Arach. Je pense un truc comme ça. Et c'est un feat avec un artiste de cloud rap qui s'appelle Blade, mais ça s'écrit Blady avec 2 E. Et donc c'est une sorte de mélange entre le black metal, mais un black metal particulièrement brutal, particulièrement raw comme on dit, et la musique éthérée du cloud rap qu'on connaît, voilà, qu'on connaît en France, dont l'avatar le plus connu est bien entendu PNL. Ce type d'hybridation, on le connaît dans le black metal, c'est ce qui s'appelle le black gaze, mais là c'est un mélange assez différent au sens où il retient des 2 genres qu'il compose, des éléments assez inattendus. Par exemple, le caractère éminemment sous-produit du raw black metal, qui est souvent produit en une piste. Il y a souvent la blague que c'est censé être enregistré avec un enregistreur Play School pour les enfants, vous savez, avec le petit micro, là, on est censé l'enregistrer là-dessus directement sous cassette. Un BPM beaucoup plus rapide que dans ce qu'on entend habituellement dans ce type de musique, et des vocaux particulièrement abrasifs. Bon, je ne vais pas vous limiter là. C'est vraiment celui-ci, quoi. Vraiment celui-là. C'est pas la version soft, vous savez. Où c'est un peu, non, là, vraiment, on sent qu'il est en train de se faire écorcher, quoi, vivant. Bon. Et ce qui m'intéresse dans l'aberration, ça c'est vraiment une aberration, cette rencontre-là, c'est que c'est pas une espèce de pure expérimentation musicale, au sens où on a envie de mélanger 2 choses pour voir ce que ça donne, mais que c'est une sorte d'expérience ou de contenu de la conscience ou de contenu de l'expérience qui est propre à notre époque et que les artistes essayent de transcrire, et ils ont besoin de se fabriquer une nouvelle forme musicale, forcément bizarre pour l'exprimer. Et là, on sent que c'est l'espèce de vibration commune qu'il y a entre les 2 artistes qui a donné lieu à ce genre qui n'a qu'un seul morceau. Ce genre nouveau qui n'a qu'un seul morceau, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. On voit cette vibration commune dans les paroles et on se rend compte de ce qu'ils ont en commun. Ce sont des paroles qu'ils ont écrites ensemble en plus, où on a des éléments du sad rap, comme on dit, voilà le SoundCloud rap, on est très triste dedans, on raconte comme on est absolument triste, et qui sont aussi une caractéristique commune de ce sous-genre du black metal qui s'appelle le DSBM,
pour depressive, suicidal black metal dépressif et suicidaire, et on voit qu'ils ont chacun fait un chemin vers le mode d'écriture de l'autre, et évidemment ça marche extrêmement bien. Mais plus profondément que voilà, cette sorte de rencontre autour de leur tristesse commune, il y a aussi quelque chose dans le fond de la manière dont ils font de la musique qui est assez intéressant, c'est-à-dire un rapport à la négativité. Évidemment, je suis obligé d'en parler comme un philosophe. Un rapport à la négativité, c'est-à-dire à la destruction, à l'imperfection, à l'aspérité, qui se manifeste de deux manières. D'une part, quelque chose que j'ai déjà esquissé, c'est-à-dire dans la qualité de la musique, on a des grésillements, des glitches, un son d'extrêmement basse qualité, ce qui est une manière de faire à la fois propre au black metal et à la fois propre à une certaine scène rap dont fait partie Blade. Évidemment, pas dans le caractère sous-produit de la musique, mais dans le caractère du recours aux glitches, aux interruptions forcées, etc. Ce qui, casse une sorte l'horizon d'attente à l'écoute de la musique. Et aussi un autre élément intéressant que, faute de mieux, j'appellerais une sorte de mélancolie technologique. Mélancolie technologique, c'est-à-dire non pas une sorte de nostalgie de certains produits de la culture, comme voilà, on réécoute des vieux albums, je sais pas, de Black Sabbath, on se dit, oh, c'était bien à l'époque. Plutôt une certaine mélancolie ou une certaine nostalgie de la manière dont c'était fait. Par exemple, voilà, ce niveau d'enregistrement au Play School, ça a quelque chose d'intéressant. Ou si vous regardez l'un des premiers clips de Blade à l'époque où, quand je l'avais découvert, ça avait une espèce de qualité VHS, etc. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est une révolte contre un certain progressisme dans la musique. C'est l'idée que ce n'est pas parce qu'une technologie est dépassée qu'elle a épuisé tout son potentiel. Certes, une nouvelle technologie plus performante est apparue, mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire de l'ancienne ? C'est très rarement le cas. Et un corollaire, c'est pas parce que la technologie qui lui a succédé est plus efficiente qu'elle est capable, dans son état actuel, d'accomplir ce que l'ancienne pouvait faire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils, pour parler avec un langage de jeu vidéo, faute de mieux, je connais pas, on est obligé de nerf notre technologie. La nerf, c'est-à-dire la rendre moins efficace pour pouvoir atteindre des vieilles possibilités qui appartenaient à ces technologies plus anciennes. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que voilà, ce petit morceau de martyr éternel m'a fait comprendre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et pour finir, nous allons donc passer la parole à Agnès Guéraud, aussi appelée sous le nom de La Féline, pour son projet musical, et qui a notamment, on s'était rencontrés pour l'épisode 7, je crois, où nous avions parlé de son livre qui s'appelle Dialectique de la pop, et tu viens nous parler de celui qui suit, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, sur les chansons d'amour, du coup, celui qui suit. Et j'avais oublié que tu demandais de venir avec quelque chose. Donc je ne suis venue qu'avec mon cœur, et j'espère que vous aussi ce soir. À vrai dire, j'en doute pas, vu la minute de silence habitée de ouf qu'on a vécu tout à l'heure. Donc moi je vais lire aussi un bout, puis après je vais arrêter de lire. Enfin voilà. Il faut bien l'avouer, des chansons d'amour, l'industrie musicale capitaliste a aussi fait son produit le plus facilement consommable hors de toute préoccupation politique. Machine à profit increvable, les chansons d'amour peuvent aussi devenir le meilleur atout publicitaire pour le monde tel qu'il est. Opportun voile de Maya sur un monde qui n'est partout que guerre et haine déclarée. En observant les mécanismes consuméristes du capitalisme et l'exploitation effrénée du thème de l'amour dans l'industrie du divertissement, on peut bien sûr jeter un soupçon mortel sur le tout venant des chansons sentimentales. En notre âge au cœur froid, la chanson d'amour populaire a quelque chose d'une survivance idéologique lucrative pour l'industrie de la musique. Mais peut-être qu'on peut nerfer cette survivance. Comme Joe Strummer le clamait déjà au temps du punk, moment de gueule de bois historique après le long trip d'amour de la génération du Summer of Love, subject covered. Nous avons fait le tour de la question. Les chansons d'amour qui persistent à s'écrire ne seraient que les soubresauts d'une forme morte qui ressasse ses clichés, usés jusqu'à la corde, parce que le public n'achète de toute manière que ce qu'il connaît déjà par cœur. Suivant ce point de vue,
toutes les chansons d'amour sonneraient faux, devenues inadéquates au moi endurci de ce temps où la subjectivité se targue avant tout de son indépendance envers les autres. C'est une citation de Mark Fisher. C'est ce que Mark Fisher appelle dans les années 2010 l'obsolescence des chansons intimes à l'ère du réalisme capitaliste. Cette obsolescence, elle résulte de l'impossibilité pour les individus exposés à une violence économique et sociale constante de croire encore à l'amour, comme à une forme de partage, si ce n'est de solidarité entre les êtres humains. Continuer de chanter comme si ces illusions étaient encore crédibles, c'est souscrire au fait que l'arnaque perdure. En plus de priver les individus d'amour, on se permet de les duper sur le fait qu'il existe bel et bien quelque part et qu'ils n'ont juste pas assez eu de chance pour pouvoir en profiter. L'amour, une certaine image de l'amour dans les chansons, menace de n'être plus qu'un trip rétro, si ce n'est un jeu vain et manipulateur. Chassez donc cet oiseau du bord de la fenêtre. Pourtant, nuance Fisher dans la même analyse, même la plus réactionnaire des formes d'expression culturelle peut faire le jeu du changement si l'on s'en occupe bien. Et le capitalisme n'est pas non plus une idéologie de l'amour que les chansons d'amour viendraient consolider d'un épais ciment de rêve. Quand le groupe Tirnanog, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, peut-être Tirnanog, je sais pas, nommés eux-mêmes d'après le nom gaélique du paradis de l'éternelle jeunesse, chantait que notre amour ne déclinera jamais, Our love will not decay, en 1971, tout cela au mépris de l'incontestable périssabilité de toute chose, rien ne nous donnait déjà vraiment le droit de les contredire. À propos d'amour, mais peut-être encore plus des chansons d'amour qui convoquent toujours de toute façon, en tant que forme poétique, une réalité parallèle. Veut-on si fort substituer une tyrannie de la lucidité à des illusions qui ont déjà du plomb dans l'aile ? Contre cette tyrannie des matins blêmes, une stratégie de sauvetage du rôle historique des chansons d'amour pourrait consister à réclamer, mais alors contre ce temps, les droits fragiles de la sentimentalité. Mais de cette sentimentalité, justement, je ne veux pas partir, parce que, par exemple, c'est un terme que convoque un philosophe que vous avez peut-être lu, Roland Barthes, quand il fait son discours, ses fragments d'un discours amoureux, il dit « Moi, je refais valoir les droits de la sentimentalité parce que le monde intellectuel a abandonné cette question de l'amour. » Et si vous avez lu ce texte, vous avez peut-être remarqué que Roland Barthes ne cite aucune chanson d'amour. Il ne sait vraiment pas, alors qu'il va s'appuyer sur Werther, sur des romans du 19e siècle. Et le problème, c'est que si on revendique juste les droits de la sentimentalité et pas ceux de l'amour, on continue à entretenir cette espèce de logique qui voudrait que, en fait, il y a une sorte de plaisir coupable à aimer les chansons d'amour. Genre, c'est pas très bien, c'est un peu bête, mais on se laisse aller à les aimer. Et voilà, moi, je suis en plein dans ce travail de découverte de plein de chansons et d'enjeux dans les chansons d'amour. Et ce que je vois, c'est que, au contraire, l'amour, il est complètement au travail dans toutes les chansons possibles d'amour qui ont été écrites, non pas seulement depuis Maria Carey, mais depuis l'époque des Sumériens, où il y a déjà des histoires de gens qui crèvent de ne pas être ensemble. Donc, cet enjeu-là, cette question, elle est anthropologiquement, elle va beaucoup plus loin que justement des enjeux de divertissement capitaliste et d'idéologie d'amour romantique. Elle va plus loin dans le temps, comme je viens de le dire, elle va plus loin dans l'espace. Il y a 150 mots en arabe pour dire amour. Vous imaginez la variété des possibilités de positions, de débats sur qu'est-ce que j'entends par amour dans une chanson qu'on peut faire. Donc, mon idée là, c'est de dire, ne nous laissons pas confisquer l'amour et pas les chansons d'amour non plus. Merci beaucoup. Alors, après toutes ces belles interventions, et je vous remercie encore d'être venus, on va passer à ce temps d'échange où chacune d'entre vous peut, s'il ou elle le souhaite, venir nous soumettre leur objet, leurs pensées, leurs questions aussi, s'il y a des choses qui vous ont interrogé ou qui veulent rebondir sur ce qui a été dit, n'hésitez pas, faites signe et on vous passe un micro pour ça.
Non, moi je voulais juste rebondir sur cette histoire de Twingo, parce que moi j'ai eu des Twingo, enfin dans ma famille il y a eu des Twingo aussi, donc on a voilà, très joli Twingo. Moi dans ma pratique j'écoute beaucoup de sons aussi, parce que je mixe le son des films de cinéma, et j'étais sensible à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que évidemment la musique on en écoute beaucoup, dans la rue, des écouteurs, tout ça et tout ça. Et moi je me suis rendu compte avec le temps, mais c'est pas tellement une réflexion, c'est que ça m'était un peu imposé par ma pratique de travail, c'est que comme j'écoute du son toute la journée, comme vous, enfin quand on mixe ou quand on travaille dans la musique, et que à un moment en fait j'en pouvais plus, le soir je pouvais rentrer et me dire j'écoute un peu de musique ou je regarde un film, je dis ben non, c'est pas possible, les oreilles j'en peux plus quoi. Et donc en fait petit à petit je me suis rendu compte que pour écouter de la musique, il fallait pas écouter de musique. En fait, c'est plutôt de sanctuariser le moment. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est de sanctuariser ce moment d'écoute, mais en se privant d'écouter avant. Et moi, il y a plein de fois, par exemple, où je suis obligé enfin, avant, j'écoutais de la musique en courant, j'écoutais de la musique en me levant, etc. Et tout. Et maintenant, en fait, j'en ai perdu le goût, parce que justement, je me réserve un moment pour écouter de la musique, où je me dis voilà, je ne fais que ça, donc je vais choisir un album de musique. Alors, bon, pas forcément un CD parce que c'est plus compliqué, mais je suis désolé. Mais donc du coup, je vais écouter, oui, sur une plateforme, mais par contre, je vais faire ce travail d'écouter tout l'album en entier, même si un morceau me dit j'aime moins, etc. Je me dis bon, c'est un process, donc j'écoute tout en entier en me disant bon à un moment ils sont passés par là, ce morceau. C'est comme un film, c'est-à-dire que des fois, je m'empaille avec un collègue à moi qui me dit j'ai vu 10 minutes du film et j'ai arrêté, etc. Je dis alors on n'en parle pas, ça sert à rien. Parce qu'un film, c'est pareil, c'est une globalité. Donc, des fois, je peux me retrouver aussi à souffrir en regardant un film parce que j'aime pas au début, etc. Puis après, je me dis au bout d'une heure, il se passe quelque chose. Où il y a au moins, en tout cas, je me dis je pourrais retenir du film ce moment-là. Voilà, donc je voulais juste dire ça sur l'écoute. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Ou alors sinon, il y a la possibilité de passer à la suite. Il y a des stands sur le côté de la salle où vous pourrez retrouver donc une librairie qui s'appelle Folie d'encre, avec notamment les livres de Norman Ajari et d'Agnès Guéraud, qui elles viendront vous dédicacer si vous le souhaitez. Il y aura Nos Services Publics, qui est une association de défense des services publics, et je pense que c'est important dans ces moments de privatisation à tout va. Il y a les camarades du réseau Salariat, qui défendent les propositions de salaire à vie notamment, et toutes les propositions et le travail de Bernard Friot. Et enfin, et je voulais terminer par là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de bruit pour nos camarades, et qui sont mes camarades a priori de la France Insoumise, parce que le temps est particulièrement dur, et parce que je pense que c'est important de faire savoir que on peut pas tous s'arrêter, et donc eux non plus. Merci à eux d'être là. Voilà. Et pour finir, je vais faire mes remerciements personnels parce que il faut quand même. Un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé cette soirée avec moi. Augustin Cabrol, Valentine Dupart, Jody Farose, Justine, dont je connais pas le nom de famille, désolé, Noé Kinderstus, Martin Mendiara, Rémi Lewandowski, Amanda Spiegel, Thomas Macaluso, Julien Lévy. Un grand merci à tous mes invités de la saison et de la soirée, Benoît Fleury, Émilie Dalmans, French79, Kit Francescoli, Adrien Palot, Francky Gogo, Agnès Guéraud, Geoffroy de la Gannerie, Lola Levent, Louisa Yousfi, Norman Ajari, Miss Inès, Irgi, Camille Del Vecchio, Léa, dont je ne connais pas le nom de famille non plus. Merci beaucoup d'être venus. Un grand merci à mes amis qui m'ont particulièrement aidé pour ce soir et pour toute cette saison. Victor, Clara, Jean, merci. Merci à mes parents, à ma famille, à mon petit frère, à mon chat Bloom pour leur soutien à tous et toutes. Et pour finir, merci à Anna, sans qui tout ça ne serait pas possible. Bonne soirée à tous.